il faut pas se dire, moi j'avoue que j'ai du mal avec la Startup Nation, si tu veux, qui dit que tu peux ne pas être rentable pendant 10 ans. Euh, Moi je comprends pas ça. C'est pas en donnant de l'argent qu'on va aider les gens à être entrepreneurs. On peut donner des moyens, des outils, de la connaissance, des compétences, du temps, mais pas de l'argent. Tu me donnes 1 euro, c'est plus difficile de faire 1 euro avec 1 euro qu'un milliard avec 1 milliard. Bienvenue sur Décroche ton téléphone, le podcast des entrepreneurs en croissance. Je suis William, cofondateur de Convertix, avec mon associé Alexis ici présent. Et on a un invité de marque, Florian. Est-ce que tu veux te présenter? Enchanté, avec plaisir. Florian Dubar, dirige et j'ai créé Revolusi, qui est une agence de développement informatique. On est 14 maintenant, spécialisée en développement d'ERP, CRM, site web. Site web étant plutôt la partie agence de com un peu classique, ERP, CRM, qui sont des logiciels métiers un peu plus spécifiques, sur mesure, propriétaires, qui représentent à peu près 5% du marché du développement, 95% étant des SaaS par abonnement, donc de la location. Donc, ce qui différencie notre business model de la masse du développement informatique aujourd'hui. Ok, ça c'est ton activité actuelle. Tu es passé par plein d'activités. Tu as un parcours, il suffit de voir ton LinkedIn avec un nombre de lignes. Je crois que tu as peut-être 19 lignes sur ton LinkedIn. Oui, alors disons que sur LinkedIn, c'est une partie des activités un peu plus classiques, de différentes créations de boîtes, et reprises de structures. J'ai eu peu d'expérience en tant que salarié, heu, parce que, force est de constater que soit c'est moi qui suis pas fait pour le salariat, soit c'est le salarié qui est pas fait pour moi. Mais en tout cas, création de boîte à 18-19 ans, des choses qui ont fonctionné, des choses qui ont moins bien fonctionné, en même temps que les études d'ailleurs. Puis j'ai continué, dans, un programme, dans une école de commerce à Paris. Après le master et en même temps du master d'ailleurs, j'ai créé et revendu une première structure qui était une agence de com. Non, mais après, quand je dis, créé et revendu, j'ai pas revendu, une fortune, hein. Ça a pas fait J'ai pas fait la une de Forbes, hein. C'était vraiment, sur, entre 50 et 70 000 €, quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. Mais c'était déjà énorme par rapport, déjà à mon background, et puis, pour ce que moi j'en avais fait, c'était déjà super. Et puis après, de fil, en aiguille, création, et essayer de découvrir, ce qui fonctionnait, en tout cas pour moi, ce qui fonctionnait pas, de se faire conseiller au mieux et puis d'avancer jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ouais, parce que ce qui est hyper intéressant, je regardais, tes structures, tu es passé par la digitalisation d'événements, tu as touché à l'assurance, courtage assurance, tu as touché à tout ce qui va être, la qualité, juridique, la Conformité, ouais. conformité juridique. Tu as aussi, je crois, cofondé tu as été président d'une société qui faisait de l'assistance intervention juridique, si je dis pas intervention en urgence juridique. Absolument. Tu es J'y ai plus celle-ci. Ouais, non, mais justement, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est comment tu rentres dans tous ces secteurs. Qu'est-ce qui fait que tu y vas? Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce qu'il y a un fil rouge? Est-ce qu'à la fin, tout ramène vers le développement ERP, donc tu finis sur Evolution? Le fil rouge, c'est quoi, en fait? Est-ce que ça part dans tous les sens? Bah, je dirais que, la première chose, c'est que j'ai rapidement compris qu'il y a des gens, c'est des génies et ils savent tout faire tout de suite. Ils ont le cerveau qui tourne, rapide. Disons que moi, j'ai d'autres compétences que le cerveau qui va tourner comme le petit génie de 18 ans qui sait tout faire, dès le début. Moi, je ne produis pas de développement, je ne sais pas faire de graphisme, je ne sais pas faire ce que font mes salariés. Par contre, ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte qu'eux fassent bien leur travail. Soit, parce que, je mets des ressources, à disposition pour qu'ils puissent réussir à bien faire leur travail, soit parce que je vais chercher des associés qui ont, tout au début de ma carrière, je dirais, un peu plus d'argent, argent que j'avais pas du tout. Donc quand tu veux créer ta boîte et que tu as pas d'argent, c'est un peu délicat. Donc du coup, je suis parti chercher des gens qui avaient un minimum d'argent à mettre et eux cherchaient quelqu'un qui pouvait en fait faire à leur place. Faut dire ce qui est. Moi j'avoue, je suis pas avare en quantité de travail. Du coup, c'est toujours pareil, tu vois? C'est comme quand tu es petit et qu'il y a des gens qui sont au collège et qui disent: «J'ai jamais rien fait», et j'ai toujours eu 18 et j'ai jamais rien fait. Bon, moi j'ai jamais été dans ce cas-là. Moi j'ai eu 18, par contre je travaillais. Et beaucoup, et beaucoup plus que d'autres, et pour parfois le même résultat. Donc parfois c'est même, tu dis: «Mais tiens, c'est injuste, tu travailles beaucoup», et en fait, c'est là que tu te rends compte que, la réussite de l'entreprise, c'est pas une question de justice. C'est comme dans la société d'ailleurs. Parfois tu gagnes, parfois tu perds, parfois tu mérites de gagner, mais tu perds quand même. Et donc du coup, l'idée c'est de se dire: sachant cela, comment, je vais essayer de saisir une opportunité, et puis j'avance avec l'opportunité en question, pour le truc de, de
conseil juridique dont tu parlais, bah, pour le coup, moi, je connais rien en juridique. Par contre, on a créé et développé une plateforme de conseil juridique. On s'est associé avec des avocats. Je suis parti les voir, je leur ai demandé si c'était intéressant avec eux. J'avais déjà un autre associé dans un cabinet de courtage en assurance. Et pourquoi l'assurance, par exemple? Parce que j'ai fait une alternance. C'est là où je me suis rendu compte, c'est d'ailleurs ma seule réelle expérience de salariat, parce que sinon, quand je suis salarié, je suis patron d'une des boîtes en question. C'est que, bah, je bossais dans une grosse compagnie d'assurance et on a développé la direction de la communication de, cette grosse compagnie d'assurance en question. C'est, qui est le leader, européen de l'assurance bâtiment. Donc qui est pas du tout dans mes cordes, initialement. Par contre, tu es venu de la com, puis après tu passes dans le développement informatique, parce qu'il y avait des besoins, et puis après tu passes dans le courtage en assurance, puis après tu passes dans les agents. Donc en fait, je vais pas faire un cours d'assurance, mais en gros, tu pars dans un écosystème et aujourd'hui, moi, je suis RIAC. Ce qui m'a permis aujourd'hui même de recréer des cabinets de courtage en assurance, notamment la conformité dont tu parlais. Et en fait, l'opportunité t'amène à avoir certaines certifications. Ces certifications, notamment dans les métiers réglementés comme les assurances ou la banque, te permettent de créer ces boîtes parce que sinon tu peux pas le faire, ce qu'on appelle l'ORIAS, par exemple. Et moi, je le suis à titre personnel. Ouais, ça me fait penser un peu à ton parcours, Alexis, en soi. En soi, toi, tu as commencé à faire des publicités pour ton père. Ces publicités pour ton père t'ont amené vers le métier de la publicité digitale. Je refais le parcours, mais voilà. Et aujourd'hui, tu fais de la publicité digitale. Donc c'est par un besoin, une opportunité, une contrainte, j'en sais rien, que tu as commencé à faire de la publicité et ça a bien marché et donc tu l'as dupliqué à d'autres clients. C'était pas forcément ton kiff, la publicité, à la base, c'est l'opportunité qui fait que tu es allé sur ça, finalement. Au-delà même de la publicité, moi, c'est plus la digitalisation, de la boîte de mon père de manière générale. J'ai commencé en faisant son site web, puis ensuite, il avait besoin d'être visible, bah, du référencement, de la communication et c'est après au fur et à mesure, de l'exploration de toutes les possibilités que je me suis dit: «OK, qu'est-ce qui me plaît le plus?» La publicité, que je me suis spécialisé là-dessus donc oui, c'est pas en faisant des choses finalement que tu as ce parcours-là et une opportunité en amène une autre. Mais moi j'avais une question, beaucoup plus profond, c'est quoi le but de tout ça, à terme? Ah ouais. C'est quoi la vision? Un empire? Pouvoir te la couler douce sur une plage? C'est quoi un peu le L'Empire, disons que si j'étais sur Netflix, je te dirais oui, mais non, la réalité, c'est de se dire, d'avancer déjà. Alors moi, je viens d'un milieu, social, un peu particulier où, bah, c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie pour, in fine, être satisfaits de ce qu'ils ont gagné, mais qui ont accédé à la propriété quand ils avaient, 55 ans. Qui ont, eu, je dirais une précarité jusqu'à très tard dans leur vie. Tu vois, moi, mon père, il a vécu en caravane pendant, 25 ans. Ensuite, moi, quand je suis né, moi et on est parti dans un HLM parce que mon père bossait, chez EDF. Donc on était dans des, tu parlais du CE tout à l'heure, en off et bah, là, EDF avait un très bon CE, surtout à l'époque, maintenant beaucoup moins. Mais ils avaient des quartiers, voilà, des pâtés de maison vraiment, bon là, c'était en HLM, dans une banlieue parisienne. Et puis, mes, 11 ans, 12 ans, ils ont pu avoir, un terrain qui était un terrain agricole à côté, de mes, grands-parents. Parce que dans ma famille, surtout quand tu viens de cette génération-là et quand tu as vécu en caravane, tout le monde vit, tous ensemble, quoi. Et en fait, sur le terrain qui était, agricole, par, je dirais, de bonnes explications du projet, ils ont pu avoir le permis de construire et donc de changer le PLU et avoir le permis de construire et après, beh, ils ont fait construire, la maison, et c'est intéressant parce que même dans ce sujet un peu entrepreneurial, pour la construction, tu vois, tout ça, eux, ils ont pas créé de boîte, mais pour moi, le fait ils ont pas l'esprit entrepreneurial, tu vois, si tu veux, ma famille. Par contre, ils ont l'esprit de jamais s'arrêter et de se dire que, ben, ils travailleront, mais par contre, à mon sens, ils l'ont pas orienté comme moi j'aurais souhaité qu'on l'oriente. Ils l'ont orienté vraiment, bah, comme on dit parfois, pour, le bien-être du patron, qui était un peu, le messie qui leur donnait, à manger et moi, j'ai rapidement pas du tout eu cette, pensée-là. Et donc du coup et ben, quand ils ont créé cette maison-là, ils ont tout fait eux-mêmes, si tu veux. Ils ont, ramené des pelleteuses, via, bah, les gens du voyage qu'ils connaissaient, ils ont creusé les trous, ils ont fait tout eux-mêmes. Comme mes grands-parents avaient construit la maison de leurs mains eux-mêmes, mais ils ont mis, 15 ans à le faire. Pourquoi ils ont mis 15 ans à le faire? Parce que les banques leur prêtaient pas d'argent et en fait, ayant connu tout ça, ayant connu le fait que moi je suis jamais parti en vacances avec mes parents, on partait, soit en caravane, en Bretagne,
Du coup, j'aime ni la caravane ni la Bretagne. Heu et heu et sinon, bah, on partait dans la famille, dans le sud. Et tu vois, j'ai rencontré des gens après plus tard, ils partaient en avion avec leurs parents, à 15 ans, 16 ans, enfin, ils faisaient des trucs où, moi je me disais: «Mais ouais, ouais, ça se fait vraiment, ça, ce genre de choses-là?» Et donc du coup, c'est, pour répondre, et revenir à ta question, c'est pas de créer un empire, c'est surtout de se dire: «Comment je peux atteindre une indépendance économique et financière, originellement, puis une indépendance de vie, une liberté d'action?» Et force est de constater que pourquoi j'ai créé plusieurs structures et que je continue à le faire aussi, c'est pas que tu en as jamais assez, c'est que tu as toujours peur de revenir en arrière et que, après ton désir, il dépasse ta propre, indépendance. C'est pour ça, par exemple, que j'ai créé Revolution avec Maxence, qui est mon associé, il y a une dizaine d'années, parce que, aujourd'hui Revolution, contrairement à mes autres structures qui sont beaucoup plus financières, qui sont beaucoup plus grosses, tu vois, Revolution on est que 14, mais ma boîte en Suisse, on est 64. Donc c'est pas les mêmes enjeux, quoi. Par contre, je m'éclate beaucoup plus dans Revolution, pas tant par rapport à son business model, je dirais au fait de développer de l'ERP, et cetera, parce qu'on y met un engagement qui est totalement différent. Un engagement managérial, un engagement auprès de nos clients et un engagement sociétal. Notre souhait aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on propose à des clients de changer de paradigme et d'aller dans du sur-mesure propriétaire. Pour qu'on sorte en fait d'un système économique dans lequel des grands groupes ont créé un SaaS qui est très rentable parce que ça permet justement de faire de l'ARR. Et quand l'ARR, c'est la récurrence que tu peux avoir tous les ans via ton business model, via le SaaS, via l'abonnement par exemple, ou via de la maintenance. Mais la problématique, c'est que en fait, ça a créé une société d'entrepreneurs, de 99% des patrons de TPE-PME, parce qu'aujourd'hui, les chiffres, c'est ça, hein, c'est 99% des patrons de boîtes sont des patrons de TPE-PME. Donc, c'est pas neutre, mais sous dépendance d'outils informatiques dont ils n'ont même pas la propriété. Et je parle même pas dans le milieu industriel. Nous, on travaille à 70-80% pour l'industrie, mais il faut voir qu'eux, ils sont sur des gros groupes. Alors, je sais pas si j'ai le droit de les citer, mais en tout cas, ce sont des gros groupes qui sont, qui ont la main mise et qui concurrencent en fait des petites structures comme les nôtres, alors qu'ils font 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous, on en fait 1,7 million. Mais ça les embête quand même. Et on est appelé pour se faire acheter quasi toutes les semaines. On est appelé pour nous demander de devenir intégrateur de leurs solutions quasi toutes les semaines, alors que c'est pas notre leitmotiv. Et ça, pour le coup, pour répondre à ta question, du coup, c'est même plus un sujet économique, parce que Revolution, honnêtement, c'est une très belle boîte et on est très satisfait de ce qu'on fait. Mais par rapport aux autres structures que je peux avoir, c'est pas ce qui fait mes revenus. Par contre, c'est ce qui fait que demain, je pense que mon chemin de vie, entre guillemets, ça sera sur ce type de structure-là et comment on va les accompagner. Et comment on va accompagner aussi des boîtes dans lesquelles moi je peux investir, ou quand je n'investis pas, c'est au moins conseiller pour essayer d'aider et de donner l'appui que moi j'ai pas eu au préalable et qui m'a beaucoup manqué. Du coup, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Revolution, tu l'as lancé de zéro, on est d'accord? Ouais. Ré Comment est-ce qu'on lance Revolution de zéro parce que du développement d'ERP, tu en avais besoin pour tes autres sociétés. Comment est-ce que tu très parce que j'ai l'impression que tu as très vite cranté très fort. Ah, sur Ouais, Revolution? ouais, le sujet est pas tant de passer de zéro à un, mais là, pour le coup, tu es passé de zéro à un et de un à 10 très rapidement, j'ai l'impression. Ça s'est fait dans Alors, j'avais déjà des boîtes quand j'ai créé Revolution et j'avais déjà pu faire des culbutes quand j'ai eu Revolution. La différence, c'est que Revolution, c'est une vraie rencontre humaine qui a créé la boîte. Les autres boîtes, c'est des rencontres économiques et financières. Ils avaient besoin de quelqu'un pour travailler. En fait, limite, entre guillemets, c'était une forme de salariat déguisé, mon histoire, parce que j'étais patron de la boîte, sauf qu'en fait, je pouvais rien faire si j'avais pas leur argent. Et ça, c'est délicat quand t'es un peu, tu un désir d'autonomie et cetera. Par contre, tu l'acceptes, surtout quand tu es jeune et que tu as 20 piges, bon, bah, jusqu'à 25 ans, bah, tu fais ce que tu penses devoir faire pour, y arriver. Là, en l'occurrence, pour répondre à ta question, la rencontre humaine, c'est que, Maxence, c'était un de mes prestats dans une autre de mes autres boîtes, que j'ai revendue d'ailleurs depuis, ça a matché tout de suite. On a fait quelques projets ensemble. On s'est dit, lui, il a eu une problématique parce qu'en fait, il a une énorme ardoise. Alors, à l'époque, ça se faisait déjà beaucoup, mais aujourd'hui, c'est encore, pire, notamment en 2025, où, il y a beaucoup de boîtes qui coulent, qui partent en redressement, qui partent en liquidation parce qu'ils ont des problèmes de trésorerie, parce que tu as les donneurs d'ordre, même si j'aime pas ce terme-là, qui ne payent pas ou qui payent, à des délais invraisemblables, hors clause contractuelle.
Et donc du coup, il était dans cette panade, financière via ça. Il avait une auto-entreprise, il était seul dans sa structure. Et moi je lui dis: «Bah écoute, il y a» et moi-même j'ai un de mes clients donc lui il avait fait le développement parce que lui il est tech. Il avait fait le développement pour un de mes clients et c'était un de mes prestats et en fait mon client n'a pas payé parce que lui-même parti en liquidation. Sauf que moi, parce que bon après c'est pas une question de bien penser ou de mal penser, c'est, parfois d'ailleurs ça m'occasionne quelques problèmes, c'est que j'ai des, comment dire? J'ai des c'est pas des parce que j'aime pas dire le mot principe parce que parfois principe tu dis que c'est des mauvais principes, mais j'ai des trucs où je veux pas y déroger. Et je pense que quand tu as une parole, il faut la tenir et c'est ce qui même si ça t'apporte des problèmes. Donc je lui avais dit: «Je te paierai», même si l'autre il est parti en liquidation parce que, Maxence avait déjà une ardoise. Donc je l'ai payé et lui ça l'a surpris. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit qu'il a une parole, en fait, la plupart du temps, il la tient jamais. Dès qu'il y a une problématique, tu t'enfuis. Donc là, en tout cas, bah, il a vu que c'était réel et on a commencé à vraiment créer du lien comme ça aussi. Parce que, bah, ça fait plaisir que quelqu'un, tienne sa parole. On a créé une relation amicale. 10 ans plus tard, on a révolution, je suis parrain de ses enfants. OK, c'est marrant. Ouais, du coup, il y a ce côté quand même, vision dans ce business où au-delà de l'argent, il y a quand même un vrai but, un vrai combat finalement. Alors aujourd'hui, oui. Donc j'imagine aussi que c'est le leitmotiv pour se déchirer tous les jours, là où sur tes anciennes, enfin sur tes autres boîtes du coup, tu avais plus ce côté financier. Ça permet de compléter du coup, d'équilibrer on va dire? Aujourd'hui, oui, pour la partie, plus engagement sociétal, limite politique. Alors quand je dis politique, attention, je ne parle pas de gauche-droite, je parle de politique, économique et sociale au cœur, de notre, citoyenneté. Mais ça je te dis ça aujourd'hui parce que j'ai 33 ans, mais il y a, 10 ans, je te disais pas du tout ça. Mon objectif, c'était de faire de l'argent. Mais je voulais pas le faire n'importe comment, déjà. Par exemple, moi j'ai refusé des gros contrats, alors des gros contrats de salariat d'ailleurs, mais des gros contrats aussi, de prestataires à fournisseurs, pour des gros groupes internationaux, pour, Marlboro, pour, Total, pour alors aujourd'hui j'ai rien contre Total, je prends de l'essence avec ma voiture pour venir si tu veux. Mais force est de constater qu'il y a des sujets où moi j'ai pas envie d'aller. Malgré, la dichotomie de se dire: «Ah ben, tu prends ton essence chez Total». Mais là par exemple, on m'a proposé, il y a quelques années un business dans, notamment en investissement, mais après il y avait des relations contractuelles sur des ERP, sur, des pipelines de distribution de pétrole en Afrique et dans des zones, en sécheresse hydrique et donc pour faire du pétrole, il faut de l'eau. Donc en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit: «Tiens, c'est quand même, à la limite faire du pétrole, bon, je suis pas un grand admirateur du pétrole, mais c'est ce qui nous fait tous vivre aujourd'hui. Donc je vais pas non plus, cracher dans la soupe». Par contre, il y a une manière de faire et là, en l'occurrence et ben, c'était, le boulot consistait à créer tout un système RSE, tout un système, de développement informatique et de communication orienté sur cet RSE-là, pour justifier le fait qu'en fait, on allait, délocaliser des villages pour, mettre, bah, des centres de production, quoi et moi, je pouvais pas faire ça, quoi. Et pareil pour Marlboro. Marlboro, c'est en Amazonie, il fallait carrément, prendre des pans entiers, de la forêt, pour pouvoir créer, du tabac, quoi. Bah, un peu comme ce qui se passe pour l'élevage bovin, voilà, c'était pour le tabac. Et bah, pareil, mais quand je vous parle de fortune, c'est que c'est des gens, ils ne comprennent pas quand tu refuses. Donc parce que dans leur prisme, dans leur, mindset, c'est pas que ah bah, tout s'achète et quand tu dis non, mais c'est limite plus dur de tenir le cap, de dire non que le premier non. Parce que vraiment, on te harcèle pour ça, quoi. Mais donc du coup, ce que je disais tout à l'heure pour répondre à ta question, c'est oui, l'objectif initial, c'était vraiment le fait de gagner de l'argent. Mais ce que je dis notamment à des entrepreneurs qui nous écoutent, hein, faire de l'argent, c'est important, absolument. C'est même, aujourd'hui, quand tu veux créer ta boîte, c'est ce qui va te faire vivre, donc c'est ton objectif, mais il faut pas le faire n'importe comment, y compris pour soi-même. Parce qu'en fait, potentiellement, ta boîte, elle va durer 3 ans, parce qu'elle va couler, parce que ça a pas marché, parce que tu l'as revendue et tant mieux pour toi. Mais c'est pas ta boîte qui te suivra tout au long de ta vie. C'est toi qui te suivras tout au long de ta vie et ton entourage. Mais du coup, ton père, il fait quoi? Ah, mon père, il est paysagiste. Il a sa boîte, dans les espaces verts et bon, il a commencé, from the bottom, si je puis me permettre, vraiment à tout seul, artisan et ils sont 15 aujourd'hui dans la Ah bah, boîte. c'est beau, ouais. Il est où? Il est dans le sud-ouest lyonnais, ouais. OK. Et c'est vrai que beh, c'est là où je vois aussi l'influence aussi du le terreau familial.
Je pense que toi, le terreau familial t'a donné cette énergie, cette motivation de te déchirer parce que, il y a un peu ce côté où tu as pas envie de reproduire peut-être les schémas et là où je trouve moi, bah, toi, c'est peut-être plus une raison négative du coup, là où moi je trouve qu'il y a eu plus ce côté inspirationnel où, tu vois ton père faire et du coup tu dis, ça te donne, la vision qu'il y a une autre possibilité que le salariat et qu'il y a d'autres possibilités pour réussir sa vie, gagner de l'argent et bah, gagner de l'argent d'ailleurs, transition parfaite, je trouve ça intéressant. Tu as bien fait d'appuyer sur le fait que c'est important de toujours viser, surtout quand on démarre, de gagner de l'argent parce que c'est vraiment, je trouve, ce qui va te permettre par la suite de faire des projets un peu plus, visionnaires où ça va pas être forcément très rentable au début, mais vu que tu as la fuck you money, bah, tu peux te permettre du coup de passer du temps, 3, 4, 5, 10 ans à faire des projets qui ne vont pas être forcément rentables tout de suite parce que derrière tu as l'argent et qui te permet du coup de passer ce temps pour quelque chose qui peut-être dans 15 ans va exploser et tu vas récupérer les fruits de ton travail. Là où si tu Enfin, c'est un peu ma vision, mais si tu commences tout de suite sur des projets trop visionnaires, tu risques peut-être de t'essouffler ou peut-être d'accepter, comme tu disais, des contrats que tu as pas envie d'accepter, mais vu que tu as pas d'argent, bah, tu es obligé de dire oui, compte tes principes, compte tes valeurs. Et en fait, on en reparle encore, et on en a parlé sur beaucoup d'épisodes, mais faites de l'argent en priorité, surtout si vous ne savez pas quoi faire. Faites de l'argent et c'est ce qui vous permettra d'ouvrir plein de portes. Je pense que l'écueil, pour rebondir sur ce que tu dis, l'écueil de l'entrepreneuriat, c'est aussi le fait de vouloir être le plus innovant du monde dès que tu veux créer ta propre boîte. Je pense qu'il y a des boîtes qui s'en sortent très bien, qui qu'on peut créer dès aujourd'hui, où il y a une forme de concurrence, mais la concurrence, elle peut être, sectorielle, elle peut être géographique. Tu peux, même avec une concurrence, sectorielle et ben, avoir une valeur ajoutée spécifique. Je pense qu'il faut sortir du schéma justement de la création de boîtes, qui va, être un game changer sur, une société, telle qu'on la connaît, à la Tesla ou d'autres entreprises comme celle-ci. Je pense qu'il faut se dire: «Je vais déjà créer des boîtes ou déjà une boîte, dans un domaine potentiellement que je maîtrise, qui me permet, si jamais j'ai un coup de moins bien, de produire un petit peu». Moi, chose que j'ai pas fait, mais je pense que c'est positif parce que, tout de suite, j'ai compris qu'il fallait que je m'associe avec quelqu'un, qui était spécialisé dans la production de mon secteur d'activité. Parce que sinon, en fait, tu es dépendant des autres producteurs, n'étant pas associés, ils peuvent partir quand ils veulent. Comme un salarié, même si tu l'accompagnes beaucoup, il peut partir quand il veut. Et ça, c'est un sujet aussi. Et donc du coup, je pense que pour créer ces boîtes-là, hem, il faut pas se dire moi j'avoue que j'ai du mal avec la startup nation, si tu veux, qui dit que, tu peux ne pas être rentable pendant 10 ans. Moi je comprends pas ça. Pour moi, c'est pas un modèle entrepreneurial. Pour moi, c'est un modèle de levée de fonds et faut pas confondre, à mon sens, la création de boîte, la direction de boîte et l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, il prend son risque, mais quand je dis qu'il prend son risque, c'est que demain, il peut tout perdre. Petit à petit, il perd moins s'il arrive à cranter. C'est les 99 des patrons de boîte dont on parlait tout à l'heure, patrons et patronnes de boîte. Mais aujourd'hui, on nous vend un modèle de Mistral, par exemple, où, bah, il y a la fameuse histoire avec la taxe Zuckman des 2 où, en fait, on nous fait du cinéma sur de l'entrepreneuriat comme si nous, on allait payer, 2 en taxe Zuckman en tant qu'entrepreneur et tout le monde critique, cette taxe alors au-delà de la partie politique, mais en fait, on nous assimile à des gens qui vont gagner, plus de 100 millions d'euros par an, sur 1 600 foyers fiscaux. Nous, on est des entrepreneurs. On n'est pas des gars qui passons à la télé, on s'amuse pas à qui veut, l'émission sur M6 là, je sais plus son nom, ouais, qui veut être mon associé, on fait pas ça nous. Nous, on est sur le terrain tous les jours et tant mieux si eux, ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait, mais par contre, c'est pas notre modèle, c'est pas le modèle majoritaire. Notre modèle majoritaire, c'est de se lever tous les matins, d'aller bosser, de gérer ses salariés, d'accompagner ses salariés, de gérer quand il y a des problèmes justement avec ses salariés aussi. Les salariés, c'est il y a pas que souvent pareil, tu les écoutes, les salariés, c'est la fin du monde. Alors oui, moi j'ai eu des problèmes avec des salariés, j'ai vécu des choses émotionnellement, même avec des salariés où ça m'a un peu déstabilisé avec, des trahisons, enfin comment un peu ce qu'on disait un peu à la Dallas. Mais il y a aussi des salariés qui sont très bien et en fait, c'est pas une question d'être salarié ou patron. La question, c'est de se dire: «Bah, c'est de l'humain». Et donc, dans l'humain, bah, tu as des patrons qui sont bien et tu as des salariés qui sont bien. Et puis, parfois, ils sont pas bien, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être salarié ou patron. Et donc, du coup, là où je reviens à ma petite explication, enfin, en tout cas, présentation de ce qui me déplaît, moi, dans cette politique économique-là, d'ailleurs, qui est centrée sur cette Startup Nation-là, euh, eh bien, en fait, on nous assimile à des gens. Alors là, on va dire, oui, Tech Zuckman, non, c'est pas lui, c'est le pauvre gars, je sais même plus comment il s'appelle, le créateur, là.
c'est pas lui qui va payer, c'est sa boîte, donc du coup, il doit verser 2 alors que c'est pas lui qui va toucher les revenus. Oui, mais nous, c'est pareil. Nos structures vont pas toucher du jour au lendemain, et même, dans 15 ans, 100 000 000, ils vont 100 000 000 d'euros. On va pas être valorisé à plusieurs milliards comme eux. C'est pas notre vie à nous en tant qu'entrepreneurs. Donc en fait, je trouve aussi que le fait de le voir constamment à la télé, sur les réseaux sociaux et cetera, les personnes qui veulent créer leur boîte, moi je le vois parce que je donne des cours à côté dans des écoles, privées. Je suis mentor chez Entrepreneurs dans la ville qui est un super, organisme d'accompagnement des entrepreneurs issus de milieux populaires justement pour pouvoir, créer leur propre boîte. Mais quand je discute avec eux dès le début, alors après ils changent un peu de vision parce que c'est mon rôle de leur faire changer de vision là-dessus, mais c'est, demain, je vais toucher l'ISF quoi. Enfin je vais payer l'ISF. Non! C'est la création de la boîte, c'est ça se passe pas comme ça malheureusement. Même en même temps, on leur vend un modèle de Startup Nation, qui est d'ailleurs, économiquement, en termes de subventions, en termes de défiscalisation, est beaucoup plus intéressant pour les gros groupes. On parlait du SaaS tout à l'heure. Pourquoi le SaaS, l'abonnement, et donc du coup cette, politique de dépendance des petites entreprises s'est mis en place? Parce qu'en fait, ce sont des grands groupes qui ont créé des politiques publiques, via du lobbying, qui permet justement leur essor et leur croissance. Mais je leur en veux pas. Ils prêchent pour leur paroisse, les mecs quand ils font ça. Mais le problème, c'est que leur paroisse, c'est pas la nôtre. Et donc malheureusement, parfois, on rentre en concurrence avec des énormes groupes, alors qu'en fait, on est peanuts par rapport à eux, parce que ça rentre pas dans un modèle de politique économique. Et donc, pour revenir sur ce que tu disais sur la Startup Nation, je ne comprends pas qu'on puisse être pas rentable pendant 10 ans, 15 ans, on parle de Doctolib, on parle de toutes ces boîtes-là. Moi, j'aurais pas été rentable pendant 10 ans, j'aurais coulé tout de suite. Et en fait, la différence, c'est que nous, on est des entrepreneurs qui prenons notre risque, alors que eux, la plupart du temps, ils ont des fonds. Et quand ils n'ont pas des fonds, comme Mistral, ils sont partis aux États-Unis faire des études chez Harvard, dans des écoles où tu dois payer plus de des centaines de milliers de dollars avec ton logement, avec tout. Enfin, c'est pas notre vie à nous, tout ça. Et donc, du coup, la grosse différence, c'est l'héritage. La différence, c'est est-ce que tu crées ta boîte parce que en fait, tu n'es que héritier? Tu peux créer ta boîte et être entrepreneur alors que tu es héritier, mais ça veut dire que tu es pas que héritier. Mais la majeure partie de ces gens-là, ils sont que héritiers. Et en fait, ils dirigent des boîtes grâce à de l'héritage, mais ça n'en fait pas des entrepreneurs à mon sens, parce qu'ils n'ont pas pris leur risque. Oui, tu as tout cet argent public qui est concentré en un seul et même endroit. Je prends l'exemple de Mistral. J'ai l'impression que Mistral, enfin, le jour où il y a eu l'annonce, j'ai regardé directement sur LinkedIn, ce qu'il y avait dans Mistral. Il y avait peut-être 3 cofondateurs avec peut-être déjà du travail de fait, hein, je ne suis pas plus renseigné que ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup et même énormément d'argent qui a été mis sur la table. Vu qu'il y a beaucoup d'argent, ça fait une valo, ça fait tout de suite une valo d'une boîte où il y avait rien dedans, alors qu'il y avait déjà OpenAI qui avait déjà créé son système. Il fallait qu'on fasse l'OpenAI français. J'ai l'impression que c'est un peu le leitmotiv de Mistral, c'est on veut le chat GPT, on veut l'OpenAI français. On met beaucoup d'argent sur la table, trop peut-être, pour un truc pas rentable, pour un truc aujourd'hui, j'ai l'impression, du peu que j'en connaisse, qui fait pas forcément mieux, qui essaye de rattraper les Américains qui, développent, de manière ultra agressive, qui sont la concurrence entre Gemini et OpenAI, et que Mistral, c'est un peu beaucoup d'argent mis à un endroit pour essayer de construire quelque chose, et s'il y a une bonne chose qui en sort, ce qui sera benchmarké par, les autres. En fait, c'est dopé à la subvention, tout ça. C'est dopé à la subvention publique, ce que je trouve un peu, c'est pas forcément le rôle du public, de prendre des risques à ce niveau-là. Après ça, c'est plus ma vision, et quand c'est des fonds privés, souvent, c'est backé par des fonds publics. Tu as les fameux, sujets de, si un entrepreneur prend le risque, BPI garantit un certain montant, donc déjà, c'est cool, ça pousse à l'investissement. Ouais, mais à la fin, le problème, c'est que cet argent, il était peut-être, plus pertinent pour augmenter, baisser des charges sociales, augmenter les salaires de personnes qui en ont vraiment besoin. Enfin, cet argent, il est peut-être plus pertinent ailleurs. Monter le salaire des infirmières, Bien sûr. ou d'autres métiers. Même d'aider aussi d'autres entrepreneurs. Tu vois, typiquement, ce que tu me dis là, j'ai souvent je redirais, parce que hier, j'étais dans une conférence hier soir, où j'animais un truc. Enfin, on m'interviewait sur un truc. Il s'avère que souvent, quand on dit: «Mais ouais, mais les subventions, c'est pour tout le monde, c'est aussi pour les TPE-PME. Regarde, toi, entrepreneur dans la ville, tu as pu toucher, 6 000 € d'aide pour créer ta boîte». Puis l'autre, il va lui dire: «Bah non, mais moi j'ai la région, via le NE et sur, 30 000 € de développement informatique, le NE», donc le NE qui est un organisme qui donne des subventions via la région, Auvergne-Rhône-Alpes, m'en a donné 15 000. Oui, mais toi tu as pris 15 000, eux ils ont pris 1 milliard. Donc en fait, le saupoudrage de subventions, de, pseudo-ruissellement
que nous on touche, ou que mes clients touchent, pour pouvoir parfois prendre mes services, eh bien, c'est peanuts par rapport à la globalité du marché. Et quand tu dis ce que tu disais, c'est de l'argent public. Et tu disais que ces fonds privés, ils sont souvent backés par des fonds publics. Mais c'est totalement vrai. Je rappelle, la BPI, c'est une banque d'État. Son origine, c'est nos impôts. Donc aujourd'hui, la BPI décide de du droit de vie ou de mort sur certains projets. Heu, je vois beaucoup le patron de la BPI qui donne des orientations politiques, générales hors BPI. Je rappelle que là, c'est une banque qui est dédiée au bien-être de l'État et de la nation. Tu vois? Donc et je trouve que parfois c'est fort de café d'entendre des choses sur, de la critique de politique publique, de subventions auprès de petites entreprises, auprès des infirmiers, sur le ministère de l'éducation où tu te vois que tu as des patrons de banques comme la BPI qui se permettent de donner des 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 critiques sur des sujets qui sont totalement hors de leur scope. Alors qu'eux-mêmes vivent grâce à cet argent public-là. Alors maintenant, ils te disent: «Oui, on l'a placé cet argent-là et maintenant on est autonome». Ah oui, mais moi tu me donnes 1 milliard, je te fais 1 milliard. Tu me donnes 1 euro, c'est plus difficile de faire 1 euro avec 1 euro qu'1 milliard avec 1 milliard. Et ça, c'est malheureusement, c'est plus tu es riche, bah, plus tu es riche. Ouais, parce qu'apparemment BPI faisait un résultat positif, sur les dernières années. C'est ça. Hem, mais moi, ce qui me rend dingue, c'est en fait, c'est très pragmatique et peut-être que ça sort de toute réalité, mais j'ai l'exemple de l'entrepreneur qui invente un business totalement farfelu, qui a une proba on le souhaite que ça fonctionne, qui reçoit son petit virement de 60 000 BPI et qui va commencer par première dépense, par utiliser cet argent pour fêter la subvention BPI et qui va ensuite vivre dessus et pas bosser sur son projet parce qu'il ne sera pas allé chercher, enfin, c'est de l'argent gratuit et l'argent gratuit, en général, ça vaut rien, quoi. Et j'ai cet exemple, quelqu'un qui avait reçu 60 000 pour, des projets de R&D, un sujet de végétalisation. Un autre qui avait développé un SaaS et qui avait, fait des fausses factures pour pouvoir, Mais j'ai pas compris qu'est-ce qui fait que ils ont pourquoi ils ils ont ont cramé l'argent? ils ont une idée farfelue. Ils se disent: «Tiens, on va aller chercher de l'argent BPI parce qu'il y a de l'argent à prendre. Donc on va prendre la subvention et après on verra ce qu'on en fait». Donc on invente toute une des histoires, des factures, tout ça, tout ça. Et ensuite on a 60 000 balles sur le compte. Donc on attend la société 60 000 balles. Donc on a 60 000 balles pour vivre. Donc en fait, on se paye, 2-3 ans de salaire. Finalement, on fait très peu de dépenses de charges courantes où on passe les charges perso et après en fait, au bout de 3 ans, bah, il y a pas eu de projet. En fait, on n'a jamais vraiment lancé. C'est comme les 18 mois de chômage. Tu attends le 16e mois pour commencer à réellement bosser. Du coup, tu as 2 mois, pour, que ta boîte marche ou pour arrêter ta boîte. En fait, les 16 mois d'avant, tu t'es juste tapé un Word et tu jamais commencé ta boîte, tu vois? C'est le reproche. Ouais, bah, pour rebondir, je trouve le vrai danger, c'est que ces subventions permettent l'existence de projets qui sans elles ne pourraient pas exister. La confrontation au marché, tendrait vers un résultat où en fait, bah, le projet avant même de commencer n'existerait pas et en fait, ça maintient sous perfusion des entrepreneurs qui ne le sont pas à mon sens. Quand tu reçois des subventions, tu es pas entrepreneur, il y a un moment, il y a une réalité. Comme tu disais, tu l'as si bien dit, être entrepreneur, c'est prendre des risques, c'est miser des choses. Je considère pas qu'on a non plus, mis la maison sous hypothèque avec William pour monter notre boîte, mais on a quand même passé du temps, on a mis de l'intensité, on y a mis un peu d'argent et si tu fais pas tout ça, tu es pas entrepreneur et c'est pour ça que pour moi la BPI ne devrait pas exister et et qu'on est sur du capitalisme de connivence clairement, je pense que beaucoup de personnes ont une vision négative des entrepreneurs parce que justement, il y a tout ce système qui a été mis en place et de subventions. Je suis peut-être un peu plus dur, un peu plus tranché que toi sur le sujet, j'ai envie d'avoir ton opinion, mais c'est pas en donnant de l'argent qu'on va aider les gens à être entrepreneurs. On peut donner des moyens, des outils, de la connaissance, des compétences, du temps, mais pas de l'argent. Moi, je pense que la BPI a quand même un intérêt. En fait, le principe même originel d'une banque d'État, pour moi, a un intérêt. Parce qu'en fait, c'est ton État qui va aider des entreprises, qui ne peuvent pas se développer s'ils n'ont pas cet argent-là. Le problème, c'est comment ça se dévoie tout ça? Le souci, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'aider des petites entreprises sur des business models performants et fonctionnels, on va saupoudrer des petites entreprises en disant: «Regardez le nombre d'entreprises qu'on a aidées, ça crée du chiffre, tu remplis des cases d'objectifs, tu redemandes plus d'argent à l'État», en mode, accompagnement social. C'est pour ça qu'on aide,
la boîte de 60 000 et ils ont mis 60 000 comme ça, et en fait, ça a coulé. Bon, déjà, c'est parce que je pense que, je suis désolé de le dire, mais c'est des entrepreneurs qui, soit ils ont eu des grosses difficultés, soit ils n'ont pas été bons. Mais, tu pas 60 000, et tu coules comme ça en R&D. Enfin, tu vois, il y a une réflexion au bout d'un moment à avoir de soi-même, quoi. Hem, mais je pense que, il faut permettre à des organismes comme la BPI d'exister pour aider des petites entreprises. Quand je dis des petites entreprises, attention, ça peut être des PME qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'on va accompagner des grosses structures pour aller concurrencer les Américains. Mais on n'ira jamais concurrencer les Américains. Faut Et ça, c'est le délire, français depuis, des décennies, et même économiquement, je donne des cours d'économie du capitalisme, si tu veux. Donc je parle de l'histoire du capitalisme jusqu'à aujourd'hui, parce que l'intérêt de donner cette information-là aux élèves, c'est de dire: «Tu comprends mieux le système économique dans lequel tu vis, dans lequel tu travailles, si tu comprends ses origines». Pour ça que je donne ce cours-là, et donc du coup, des cours d'entrepreneuriat reliés à ce cours-là. Mais depuis, ça fait le vieux qui parle de ce truc-là, mais depuis De Gaulle, on veut ressembler aux Américains, surtout économiquement, sur, certaines politiques. En fait, souvent, on le dit d'ailleurs un peu de manière informelle, on a toujours 10 ans de retard sur les Américains. Ce qu'ils décident 10 ans avant, nous, on arrive, 10 ans plus tard. Mais c'est un désir de copier. Alors culturellement, je peux comprendre, mais économiquement, quand tu es en responsabilité, quand tu es homme ou femme politique, bah, tu peux pas te le permettre. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, bah, quand tu as du, OpenAI, eh ben, tu veux créer du Mistral. Et moi, je suis d'accord avec toi. Nous, on veut nous forcer à avoir un élan patriotique, à prendre certains produits parce qu'ils sont français. Je comprends quand c'est de la nourriture, et ça dépend quel type de nourriture. Parce que si, j'ai l'agro-industriel qui, met plein de pesticides dans son champ, qui pique ses vaches comme ils le font, ou presque comme ils le font, parce qu'on n'a pas les mêmes normes, au Brésil. Bon, bah, moi ça m'intéresse pas. Je veux un agriculteur, qui est pas dans une, énorme corporation, qui est peut-être dans une petite coopérative, qui fait potentiellement du bio ou pas. Parce que le problème du bio, bah, c'est pareil, c'est que tu dois payer des assermentations. Donc maintenant on critique, les agriculteurs qui se mettent pas en bio, mais le problème c'est qu'eux, ça leur coûte de l'argent aussi. Donc, à la limite, donc il y a tout un modèle à repenser. Mais, l'idée c'est de se dire: une fois qu'on a accompagné, ces grandes entreprises pour pouvoir concurrencer, les États-Unis, et ben, c'est de se dire: «Où est-ce que je m'arrête?» Et où est-ce que je m'arrête? Et ben, c'est, de pas donner, des milliards à des entreprises potentiellement, comme, Mistral, qui aujourd'hui, nous on l'utilise quotidiennement, l'IA dans nos métiers, que ce soit chez Revolution, dans mes autres boîtes, mais personne n'utilise Mistral aujourd'hui. Personne. Et c'est même pas qu'on veut pas le faire, on a essayé vraiment, hein. On s'est dit: «Bon, tu sais, tu tombes un peu dans le panneau, tu dis: "C'est français", on va essayer d'accompagner ça", et encore, tu dis: «C'est français», mais la plupart du temps, ils ont des fonds américains. Eux-mêmes, ils sont franco-américains ou franco je ne sais quoi, et le problème, c'est que du coup, l'élan patriotique de base, il est biaisé, si tu veux. Aujourd'hui, quand tu veux accompagner une boîte, que ce soit Alan, que ce soit Vercors, que ce soit toutes les grosses, les licornes, un peu françaises, bon, bah, la plupart du temps, en fait, tu dis que c'est français parce qu'ils ont fait leur sirette en France. Mais en fait, ceux qui les détiennent, ils sont déjà, à l'étranger, et ce sont déjà des personnes privées, donc et ça ira jamais dans notre poche. Moi, je me fiche de créer le nouveau Google français, si tu veux. Où on dit: «On est passé à côté parce qu'on n'a pas créé le Google français». Mais Google, qu'il soit français, ou canadien, c'est pas mon sujet, moi. Nous, on va l'utiliser, on va payer comme, et tu auras une méga corporation qui va le faire. Le but, par contre, c'est de créer des règles européenne pour pouvoir, bah, gérer la protection des données, pour pouvoir gérer la conformité, pour pouvoir gérer, ben, justement, la défiscalisation que ces groupes-là, font pour potentiellement mettre, leur siège en Irlande, ce genre de choses-là. Ça, c'est intéressant justement. Par contre, de mettre de l'argent, et de mettre de l'eau dans un puits sans fond en permanence, ça pose problème selon moi. Ouais, tu avais même enfin, de la R&D qui est passée sous crédit impôt recherche typiquement, dans le monde du consulting, quand tu fais du développement et quand tu places les gens à la journée. Tu peux faire en sorte, sur la manière dont tu présentes, le passer en R&D, et le R&D, je crois que c'était depuis, François Hollande, tu peux le passer en crédit d'impôt recherche, ce qui n'est pas une subvention, mais ce qui te permet de le passer en économie d'impôt. Donc tu le développes, le software que tu utiliseras de partout dans le monde, en économie d'impôt en France. Bah, surtout que tu as 2 sujets. Tu as le crédit impôt innovation et le crédit impôt recherche. Nous, on a le crédit impôt innovation, par exemple, chez nous. On a reçu cet agrément-là, c'était un peu dur de l'avoir, mais on l'a eu. Et depuis la nouvelle loi de finances de janvier dernier, avant c'était 30 de défiscalisation, maintenant c'est 20 de défiscalisation. Et il y a eu tout un débat parce qu'avec la nouvelle loi de finances, ils voulaient arrêter avec le CIR. Et le CIR, c'est vraiment orienté recherche, donc faut être des docteurs, et cetera. Déjà, c'est pas tout le monde qui peut se payer des docteurs et qui peut aller faire du CIR pour de la R&D.
Et la problématique, c'est que en fait, aujourd'hui, le CIR bénéficie majoritairement aux grands groupes. Il y a un article de la semaine dernière sur Alternative économique sur ce sujet-là, justement. Moi, je suis pour que le CIR permette à des petites boîtes de faire de la R&D. C'est ultra intéressant parce que ça accompagne ces petites boîtes-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ça permet à des grands groupes de défiscaliser, pour la plupart du temps, pour des R&D qui ne verront jamais naissance. Et on va dire, bah, c'est normal que ça. Parfois, tu as du risque que ça naisse pas, cette R&D-là. C'est le principe de la R&D. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Ah, mais c'est trop facile parce qu'en fait, tu joues avec notre argent à nous. Donc, ok, ça marche pas, tant mieux, mais joue avec ton argent à toi. Et ça, c'est un vrai sujet aussi, selon moi. Et du coup, je voulais revenir sur, la partie commerciale. Quand tu parlais de toutes tes activités, tu parlais notamment du fait que tu avais, des demandes, tu avais Marlboro par exemple ou Total, enfin, c'est des exemples ou pas. Mais tu as l'air d'avoir pas mal de pipe commercial qui vient à toi, des appels d'offres de structures assez dimensionnantes. D'une certaine manière, des fois, on peut te jalouser un peu sur ça parce qu'on n'a pas la même visibilité des fois. Comment tout ça, ça vient à toi? Qu'est-ce qui te permet d'avoir des deals aussi intéressants qui rentrent? Est-ce que tu es bien sur Google? Est-ce que tu connais des personnes qui connaissent des personnes? C'est quoi la genèse de tout ça? Toi qui je crois qui est pas né avec un réseau, ouais, de base quoi, enfin Bah, aujourd'hui, c'est le réseau. Mais c'est vrai que, donc aujourd'hui pour Marlboro et cetera, par exemple, là, c'est juste des gens qui m'ont connu via d'autres boulots que j'avais fait, qui ont été satisfaits du travail que j'avais fait. Eux, ils cherchaient, on leur a dit: «Bah, tiens, il y a Florian, écoutez-le ou en tout cas, heu, proposez-lui quelque chose que ça correspond à ce que vous voudriez faire». En tout cas, techniquement. Donc là, après c'était le réseau. Au préalable, ben, c'est, le charbon, quoi. C'est, tu passes des coups de fil, tu, réfléchis à des stratégies, alors c'est moi je te dis ça là, toi on est en 2025, mais moi quand j'ai commencé à faire ça, alors, même si je suis encore jeune, mais c'était il y a quasi 15 ans, c'était il y a 13 ans, quoi. Et du coup, bah, le SEO n'était pas le même, le scrapping n'était pas le même. Donc en fait, tout ce qui nous permet aujourd'hui de prospecter n'était pas le même. Donc moi je sais que j'ai parfois fait du porte-à-porte et j'ai tapé à des portes et pourtant je suis très mauvais en prospection, moi, parce que j'aime pas ça. Alors je sais pas si j'aime pas ça parce que je suis mauvais ou c'est parce que je suis mauvais que j'aime pas ça. Mais en tout cas, tu vois, moi faire du phoning, des trucs comme ça, je suis pas bon, quoi. Et comme je suis pas bon, et ben je le faisais pas. Donc je me concentrais aussi sur des business models où je faisais pas de la masse. J'ai aucun business model de masse, où j'ai des clients de masse, en fait. Donc je suis majoritairement B2B parce que je sais pas faire de la masse. Je sais pas faire du particulier, je sais faire que du B2B en prospection pour mes boîtes. Par contre, mes clients, eux, peuvent faire du B2B, B2B, B2C, donc ça fait B2B, B2C, tu vois? Eux, ils ont fait des sites e-commerce avec des grosses plateformes. Ils font, 2 000 000 de chiffre d'affaires par mois. Ils vendent des milliers de produits à des particuliers. Eux, ils vont faire de la masse. Moi, par contre, mon client, c'est pas ces particuliers-là, c'est mon client, qui a le site en question. Quand tu sais pas et je pense que parfois, il faut savoir aussi dire: «Je sais pas faire» et donc du coup, orienter ces business models, orienter ces structures, bah, dans ce que tu penses être, plus favorable à tes compétences, à tes capacités, à tes envies. Puis après, il y a aussi une manière d'être. Heu, je me souviens aussi, même au début, il y a des gens, ils me prenaient un peu pour un fou parce que, et bah, tu avais une certaine tenue, tu avais une certaine manière de parler, tu avais une cer tu as des fringues que tu vas porter aussi pour certains rendez-vous. Ou souvent on disait, tu sais, c'était le leitmotiv encore plus dans l'école de commerce, «Venez comme vous êtes, faut s'assumer comme on est», tu sais les trucs, de réseaux sociaux, un peu de coaching de vie là. Alors j'ai rien contre les coachs de vie, il y en a qui sont très bien. Mais souvent je vois des trucs où, même des amis m'envoient ça en disant: «Tiens, ça va te plaire». Et oui, effectivement, non, on n'est pas à McDo, quoi. C'est pas, tu viens comme tu es, comme tu as envie et cetera. Moi, j'ai vu des gens faire de la prospection en claquettes, je te jure, mais c'est des trucs de fou. J'ai vu même des gens qu'on a recrutés nous, enfin, pas moi directement, mais par exemple des RH et des DG, PDG que j'ai placés parce que dans des plus grosses boîtes, c'est plus moi qui gère maintenant. Mais ils m'expliquent qu'il y a des gens qui viennent, ils dans des entretiens, pour se faire recruter en short. Alors je sais bien qu'il fait chaud, mais tu viens pas en entretien en short, quoi. À la limite, quand tu es en salarié après-demain, moi j'ai des gens qui viennent en short, ça pose pas de souci, mais tu es salarié de la boîte, tu vois pas des clients tous les 4 matins. Heu, il y a quand même un sujet de tenue. Quand je parle de tenue, c'est pas, qu'une tenue vestimentaire, c'est un positionnement à avoir quand même. Et si tu veux venir en short, parce qu'il fait, 35 degrés et que tu es salarié de la boîte, pas de souci. Mais là, c'est ton entretien de recrutement et il y en a qui font pareil dans la phase commerciale. Et en phase commerciale, pareil,
tu reçois des mails de prospection. Déjà, les mecs, ils te tutoient. Alors, je sais que c'est la mode de tutoyer parce que ça fait un peu proche et tout ça. Moi, je déteste qu'on me tutoie alors que je te connais pas. Si on se rencontre et qu'on se tutoie 5 minutes après, pas de souci. Mais là, je te connais pas. Tu m'envoies un mail, déjà, du coup, je me fais spammer. Sur LinkedIn ou quoi qu'est-ce, tu me tutoies. Moi, j'avoue que ça me dérange. Ça, pareil, c'est un positionnement. Et tout ça fait que tu me demandais comment au début ça a pu fonctionner. Et ben, je pense qu'aussi, j'avais un positionnement qui était en phase avec les attendus, mais aussi en phase avec mes propres attendus. Et du coup, petit à petit, tu te fais des premiers clients comme ça. Aussi, au début, j'ai fait des trucs un peu gratos, hein. On a fait des designs, je me souviens, même sur une autre structure avec un ami qui s'appelle Stéphane, qui est directeur artistique encore aujourd'hui chez moi. 10 ans, plus de 10 ans plus tard, tu vois? Il m'a accompagné sur d'autres boîtes d'ailleurs, lui. Et bien, on faisait, il y a même il y a 11 ans, 12 ans, on faisait des designs gratuits pour des boîtes pour leur dire: «Regardez ce qu'on sait faire». Alors même qu'il y avait même pas d'appel d'offres ni rien, hein, c'était vraiment pour leur dire: «Regardez ce qu'on sait faire, faites-nous confiance». Et 8 fois sur 10 ça a pas marché. Donc on s'est vraiment épuisé et d'ailleurs on a arrêté au bout d'un moment. Par contre 2 fois sur 10 ça a marché et petit à petit, on a réussi à cranter et avoir de plus en plus de clients et avoir une certaine aussi, je dirais, compréhension de ce marché-là. Les clients viennent nous voir aussi aujourd'hui et ça on parlait du fameux réseau, mais parce qu'on pour le coup, je me contredis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on est ce qu'on est et c'est en fait, moi on vient me voir aussi parce que je vais être très compréhensif sur plein de sujets. On va faire des choses parfois gratuitement, sur des développements complémentaires, alors que c'était pas prévu dans le cahier des charges. Je vais vraiment insuffler à mes équipes le fait d'accompagner au mieux nos clients et pas de faire payer à la moindre petite, modification ou d'être celui qui a les dents qui rayent le parquet. Par contre, je suis tout aussi rigide quand c'est pas respectueux, côté client, comme côté salarié, comme côté, partenaire. Je veux que ça soit dans les 2 sens. Donc ils viennent aussi nous voir parce qu'ils savent où ils vont. Il y a pas de mauvaise surprise. Tu Je suis réglo avec toi, je vais t'accompagner, mais par contre, j'attends que tu fasses la même chose avec moi. Et si c'est pas le cas, je peux couper, drastiquement et parfois perdre des sous parce que c'est un leitmotiv que je peux faire aujourd'hui. Avant, tu avales plus de couleuvres, en fait, moins tu as d'argent, plus tu avales de couleuvres et ça, malheureusement, c'est chiant, mais il faut l'accepter. Jusqu'à ce que tu puisses plus et il y a des trucs où d'un moment, moi, j'ai dit: «Stop» parce que j'en avalais trop, mais à 23-24, 20, peut-être même, ouais, 23-24 ans, j'ai dit: «On arrête», peut-être un peu 25. Et j'ai coupé certaines boîtes, j'ai, vendu mes parts de certaines structures parce que je pouvais plus voir certains associés qui étaient, heu, immondes au-delà de la partie, économique, mais qui disaient par exemple, on avait plusieurs salariés, puis il y avait des salariés qui étaient enceintes. Ils disaient: «Mais pourquoi tu prends un arrêt maladie? Pourquoi tu prends un congé maternité? C'est pas une maladie d'être enceinte, donc sois pas en congé, travaille». Te et sérieux, et je vous parle de gens, bon, c'était il y a moins de 10 ans, quoi. Et ça, c'est et en fait, au bout d'un moment, tu peux plus avaler tout ça et tu dis: «J'arrête tout» et je me tire. Et je pense que ça aussi, c'est un positionnement à avoir. De pour parfois dire à des prospects ou des clients: «On va pas travailler ensemble». Typiquement, vendredi dernier, j'ai eu un prospect qui est ultra intéressant économiquement, mais qui est un gros groupe et je l'ai su en fait, moi c'est vrai que je travaille peu les dossiers, en amont, j'aime bien découvrir tout ça, donc 2 minutes avant, je vois qui est l'entreprise et je vois que c'est numéro 2 de la création, de la production de pesticides, dans le monde et en fait, je vois que les pesticides, donc ils ont pas le droit de vendre en Europe via la directive de l'Union européenne et ben ils le font au Brésil et en fait, en ce moment, ça fait, ça crée de grosses difficultés, pour le pays, pour les agriculteurs, avec une explosion du nombre de cancers et cetera et en fait, je me rends compte que le gars est ultra sympa, sur le moment, franchement, parce que parfois tu as des cons, mais le gars est très sympa, donc parfois je me dis: «Le mec, il est tellement désagréable, je vais pas bosser avec lui, je coupe court». Lui, il est vraiment sympa. Il te propose un projet qui est ultra intéressant, sur lequel il a déjà travaillé parce que, il a déjà essayé deux trois choses, mais moi je me vois pas bosser, dans ce domaine-là. Donc j'ai essayé je lui dis pas: «Écoute, je déteste tout ce que tu es», parce qu'il faut être, respectueux, quand même. Le gars, il est lobbyiste, quoi. Par contre je dis, hem: «Je vais t'orienter de manière différente.
Moi, à mon avis, ce que je lui ai dit d'ailleurs, je pense que et d'ailleurs je le crois quand même, que son projet n'était pas assez mature et donc ça sert à rien de faire du sur-mesure pour, ce qu'il voulait faire là. Mais ça me permet aussi de me désengager de la situation. Donc c'est des choix aussi de se dire: «Je veux travailler avec telle personne ou pas travailler avec telle personne» et donc après aussi ça te crée un positionnement, ça te crée une sorte d'aura et donc du coup les clients viennent à toi aussi naturellement parce qu'ils savent qui tu es. Ils savent aussi qu'il y aura pas de surprise, que tu peux être à la fois dur et à la fois plus doux, mais ils savent qui tu es. Ouais, tu crées une boîte de toute façon sur des noms, hein. Il y a ça, mais ces noms, faut avoir le luxe de pouvoir les dire et donc au démarrage, c'est vrai que c'est plus compliqué, je me dis, bah, comme tu as eu dans ton expérience. Au début, j'en ai dit certains noms parce que franchement, c'était trop pour moi. Par contre, il y a certaines personnes avec lesquelles tu avais pas envie de travailler et tu fais quand même justement pour cet argent. Et puis au fur et à mesure, après, tu essaies plein de choses. Moi, j'ai jamais fait de prospection, heu, pour les petites boîtes, j'avais jamais fait vraiment de prospection automatisée et cetera. Bah, le marché change, le monde change, on est en 2025, tu as plein de nouveaux, arrivants sur le marché, tu as de l'IA, tu as les gros groupes qui essayent de racheter les petites structures ou qui veulent juste les asphyxier, ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans, en tout cas moins le cas. Donc aujourd'hui, il faut voir qu'on est dans une société où, bah, comme je disais tout à l'heure, les gros groupes ont une domination sur un marché. Donc comment en tant que petite structure, tu fais pour vivre? Et ben, on réfléchit stratégiquement et on se dit: «Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou qu'on ne faisait pas parce qu'on ne voulait pas le faire et qu'il faut faire maintenant?» Bah, par exemple, la prospection automatisée via plein de sites et c'est comme ça qu'on s'est connus. Où toi, tu es venu faire une formation à mes équipes, d'une des boîtes de Revolution d'ailleurs, je suis bête, de Revolution, pour pouvoir travailler sur un segment. Alors on va pas le faire sur l'ERP, on va pas le faire sur ces métiers-là parce que c'est des projets où il y a vraiment d'intitut personae, où c'est des projets globaux, mais on va le faire sur des petits sites. Ça c'est des ça on va orienter cette prospection-là sur des petits sites, qui vont valoir entre 4 et 6 000 €. Et ben, sur ces sites entre 4 et 6 000 €, et ben, là, tu peux te permettre de faire de la prospection. Mais pourquoi on le faisait pas avant? Parce qu'on n'avait pas besoin. Aujourd'hui, tu as de l'IA où il y a des gens qui veulent faire des prompts et en 2 jours, ils ont un site, Shopify. Bon, Shopify, c'est toujours discutable, mais par contre, donc du coup, on doit on doit travailler en compréhension de ce nouveau marché-là. Et c'est juste que tu dépenses un petit peu d'argent, tu investis et du coup, pour répondre à ta question aussi sur la partie prospection, c'est de se dire, bah, la stratégie de prospection évolue en fonction du temps, en fonction de ton argent, en fonction du contexte économique, en fonction de tes concurrents, en fonction de ton benchmark, en fonction de tes salariés, en fonction de tout ce que tu vis, quoi. Il faut pas en avoir honte. Je vois, Haroun qui, dans tes équipes qui, était content qui était impatient de refaire de la prospection téléphonique. Quand je t'ai passé, il me disait: «Bah, j'ai envie de tester, j'ai envie de» c'est dur de trouver des gens comme ça. Je suis d'accord mais par exemple, pour parler d'Haroun, on parlait des salariés tout à l'heure. Bon, tu as des salariés qui, moins ils en font, mieux ils se portent. Tu as des salariés qui font pile ce que tu leur demandes de faire, pas plus. Quand je dis pas plus, je dis pas que parce que souvent tu dis ça et les mecs ils disent: «Bah oui, mais bon, tu me payes pas plus, je fais pas plus». C'est normal et c'est pour ça que les heures sup sont mis en place. Donc si tu fais plus, je te paye plus. Puis il y a des gens qui sont des gens qui réfléchissent plus vite, qui travaillent plus vite, qui comprennent plus vite et donc du coup qui ont envie plus vite. Et Haroun, c'est typiquement le cas. Il veut faire plein de choses, il a vraiment cette mentalité entrepreneur et d'ailleurs il a créé une boîte qui malheureusement, a pas été, concluante, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il va en créer d'autres demain. Lui, je sais par exemple, il va rester 5 ans chez moi, il partira créer une boîte et nous on l'accompagnera potentiellement dans cette création de boîte. Hem, Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ces personnalités-là, il faut pas les brider. C'est d'ailleurs une discussion qu'on a eue en interne dans l'équipe, mais il faut les canaliser. Parce que par exemple, il y a certaines personnalités qui, pour le reste de l'équipe, vont vite, parfois plus vite que les autres et les autres vont considérer que ça va trop vite. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'on ne bride jamais quelqu'un qui va vite. Par contre, il faut lui apprendre une manière de parler, une manière de discourir, une manière de montrer les projets qu'il voudrait mettre en place. Et par exemple, sur la prospection où tu m'as dit là, tu viens de me dire qu'il voulait absolument, enfin, il voulait aller vite dans les appels. J'ai eu une discussion avec lui peu de temps, je pense, après que tu sois passé, où je lui ai dit: non, tu le feras, mais en temps et en heure. Donc tu le feras pas au mois de novembre, alors que tu es arrivé au mois de septembre. Tu le feras quand tu seras déjà compétent, sur le développement informatique sur lequel nous on est en train de te former et donc du coup, c'est aussi le patron de la boîte de pouvoir encadrer
ceux qui veulent pas travailler beaucoup et ceux qui veulent travailler beaucoup aussi, pour pouvoir faire en sorte de les canaliser. Mais canaliser, ça veut pas dire brider, ça veut dire de mettre les ressources au bon endroit, au bon moment. Et Haroun, par exemple, il va commencer à avoir une partie de ses, de son temps qui va être alloué à du sales, aux environs d'avril, à peu près. Donc c'est important de manager aussi, de pas toujours dire oui, de pas toujours dire non. De le faire de manière juste, en fait, par rapport à ce que tu penses être juste. Je voulais revenir sur le côté, association, parce que tu nous as dit que tu t'étais, quand même associé avec beaucoup de personnes, vu que tu as pas mal de structures. Comment tu gères l'association? Est-ce que c'est sur un feeling, à l'opportunité? Est-ce que tu as des personnes avec qui tu es impliqué sur plusieurs projets? Comme on dit, hein, l'association, c'est un mariage, donc comment tu gères ça, toi, de ton côté? Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça va dépendre, de la typologie de boîte que tu vas créer, ça dépend, de ce dont tu as besoin. Au début, j'avais besoin d'argent, j'ai créé, des boîtes en m'associant avec des gens qui avaient de l'argent. J'avais pas d'affinité spécifique avec eux. C'est juste qu'eux, ils avaient besoin de ressources, qui étaient moi en l'occurrence, et moi j'avais besoin d'argent pour créer ce que j'avais en tête. Bon, bah, du coup, ça s'est fait comme ça, cette association-là. Et puis d'autres associations, comme avec Maxence, ça se fait sur la relation amicale, limite, familiale. Parce qu'après tu crées des relations, beaucoup plus, profondes. Comme je disais, je suis parrain d'un de ses enfants. Je suis très proche des autres parce que moi, d'être parrain d'un des enfants, je m'occupe de celui dont je suis parrain comme, de ceux dont je suis pas parrain, tu vois? Mais tu crées des relations vraiment, pérennes sur le long terme et donc du coup, la typologie d'association n'est pas la même. Mais aussi, et bah, parfois, tu agis pas avec ton associé avec lequel tu es un ami proche, comme avec lequel, bah, tu ne travailles que, pour de l'argent. Donc, bah, tu dois faire des choix de vie, tu t'engueules pas de la même manière. Tu as des relations avec, sa femme, avec sa famille et parfois, bah, tu t'engueules avec la femme de ton associé avec lequel tu es ami proche. Comment tu fais? Moi, ça m'est arrivé avec Maxence. Bon, bah, c'est pas grave, c'est la vie de tous les jours, faut passer outre, faut aller de l'avant et c'est pas pour autant et c'est là où il faut avoir de l'intelligence collective et c'est là où il faut avoir une vraie relation profonde où, bah, tu dépasses ça et tu vas de l'avant sur d'autres sujets et c'est ça cette marque de confiance-là. Moi, la grosse différence aussi entre les par exemple Revolution que j'ai avec Maxence et d'autres structures que je peux avoir. Alors dans les autres structures majoritairement j'ai 70 de départ aussi. Pas en France, mais structures étrangères. En France, j'essaye d'avoir le moins de mandats possible parce que le fait d'avoir des mandats fait que déjà, bah, tu apparais de partout. Moi j'essaye de moins apparaître sur ces trucs-là. Mais c'est aussi parce que c'est ce qui m'a décidé à monter tout ça, par exemple pour Evolution, bah, c'est aussi Maxence parce que c'est une vraie confiance. Confiance et beaucoup même, demain s'il y en a d'autres qui nous écoutent et qui me connaissent là-dessus, le savent aussi, certains de mes associés que je n'ai pas avec d'autres associés. Et d'ailleurs la plupart du temps, je leur dis. C'est pour ça que je mets des garde-fous. En embauchant des salariés, des DG, des PDG, des gens qui vont être, des garde-fous parce que je peux pas être partout. Tu vois, j'étais en déjeuner hier midi, on me disait: «Mais du coup, tu gères combien de boîtes?» Mais en fait, je gère pas tant de boîtes que ça. Aujourd'hui, je vais gérer peut-être, 3-4 boîtes vraiment, mais les autres boîtes, en fait, j'ai placé des gens qui les gèrent pour moi. Donc moi, je gère plus. Je vais être là quand il y a un moment décisif, quand il faut prendre une décision spécifique, mais c'est pas de la gestion au quotidien. Parce que sinon tu peux pas le faire correctement. Donc c'est là où il faut apprendre à déléguer. Et donc du coup, bah, c'est aussi un travail sur soi-même de déléguer et de te dire: «Bah, ça sera pas comme toi tu l'avais en tête» et donc tu vas pas être content parce que tu dis: «Ah, on aurait pu faire ça comme ça», mais c'est salutaire pour toi-même, sinon tu exploses en vol et tu fais burn-out d'entrepreneurs, de créateurs de boîtes et cetera qui veulent tout contrôler. Et tout contrôler, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta boîte, mais c'est pas non plus bon pour tes salariés. Faut leur donner de l'autonomie, il faut leur donner de l'indépendance, il faut qu'ils puissent être contents, en fait, de vivre dans ta structure. Parce que si tu les fliques tout le temps et ben, en fait, tu te rends pas compte et tu les mets en difficulté et tu crées du stress au travail. Tu crées, par exemple, parfois des TMS, tu crées, des situations que tu vas devoir gérer en tant que patron et au-delà de ça, socialement parlant et sociétalement parlant, qui sont pas bénéfiques pour, tout ton écosystème. Parce que tu mets en tension tes salariés et ça, c'est un vrai sujet. OK. Dans tout ça là, dans tout ce que tu nous expliques, c'est quoi le enfin, ce qui te permet de mettre tout ça en succès? Parce que, il y a vachement le côté managérial dont tu parles. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore eu de galère. Ça viendra peut-être, hein, je ne nous le souhaite pas. Mais, des galères de managériales, de problèmes RH, on n'en a pas eu. Hem, j'ai presque envie de dire, limite, on aimerait en avoir parce qu'on a bien grossi. Aujourd'hui, nous, commercialement parlant,
Il y a des hauts et des bas en ce moment. Quand on signe un business, on en perd un autre, mais le marché, j'ai l'impression, est comme ça dans notre secteur en ce moment. C'est quoi qui te permet sur ces 13-15 ans d'expérience entrepreneuriale d'en être où t'es? C'est quoi le facteur clé de succès, ton facteur clé de succès? Si je parle en bien. Ouais, ouais, alors j'avoue que c'est dur parce qu'en fait, c'est comme tout est plurifactoriel. C'est, le fait, 18-19 ans, d'avoir, créé, une première structure, une première idée de structure, avec une première levée de fonds, qui avait fonctionné. Il nous manquait, 300 000, on n'a pas eu les 300 000, on a arrêté. Je suis parti à l'étranger, via mon école parce que je l'étais, dans un truc, pas d'incubation de l'école, mais dans un autre, forme d'incubateur de l'époque. Et en fait, je reviens et j'apprends que, la boîte, là, mon associé de l'époque, qui était également étudiant, l'a créé. Parce qu'en fait, je savais pas, mais son père était, richissime et donc du coup, il a mis les 300 000 quand je suis parti. Et en fait, tu te dis, première réflexion, facteur clé de succès, c'est de se dire: «Je veux plus reconnaître ça». Et en fait, le facteur clé de succès, c'est aussi de se dire: «Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pas?» Et donc du coup, pour aller dans ce que tu veux, comment tu dois t'entourer? Donc déjà, 1er facteur, c'est l'entourage. Mieux tu es entouré, mieux c'est. Ça veut dire que parfois tu fais des erreurs aussi dans ton entourage et ça m'est arrivé, plus d'une fois, ça c'est clair. Deuxième chose, ça fait un peu, usuel de le dire comme ça, mais c'est bosser quoi. Je le sais, mais c'est vraiment, tu comptes pas tes heures, mais bosser, et moi je connais beaucoup de salariés qui travaillent énormément pour des patrons qui le reconnaissent et puis pour certains patrons, qui le reconnaissent pas du tout. Et moi je les incite, ces gens-là, quand, tu as des patrons qui reconnaissent pas le fruit de ton travail, bah, de partir. Parce que le c'est pas juste, il y a beaucoup de patrons qui travaillent beaucoup et beaucoup de salariés qui travaillent pas beaucoup. Mais alors, ça marche pas comme ça. On a tendance à le, à le caricaturer comme ça, mais c'est pas vrai. Il y en a de partout. Donc c'est ça, c'est travailler. Et puis, l'autre clé de succès, c'est un peu toi, quoi. C'est un truc, qui est difficilement descriptible. C'est qu'il y a des gens qui l'ont et puis il y a des gens qui l'ont pas. Moi, il y a des trucs que j'ai pas et donc du coup, je vais chercher les trucs que j'ai pas. Puis, malheureusement, il y a des gens, tu sais, c'est le fait de dire: «Oui, tout le monde peut devenir entrepreneur» et ça crée de la détresse, chez beaucoup de créateurs de boîtes et chez beaucoup je dirais de citoyens qui pensent que créer une boîte, c'est facile, que, ils vont pouvoir le faire comme tout le monde. Mais malheureusement, ça pareil, c'est de la pub, c'est de la médiatisation où on ne donne pas des garde-fous et ça, c'est très problématique. Bah, typiquement là, j'ai vu hier ou avant-hier, il y a quelqu'un il y a un groupe d'entrepreneurs, le cercle des entrepreneurs, un truc comme ça. Bon, c'est des trucs un peu, il y a beaucoup de trucs, comme ça, ils viennent de faire une alerte à l'Arcom parce que, sur, complément d'enquête ou, le truc d'Élise Lucet là, ils ont fait une diatribe sur, je crois que c'était sur, le patron de LVMH, qui paye pas d'impôts via ses holdings et cetera, via, ses montages. Mais tu te rends compte qu'on arrive à un moment où tu as un groupe d'entrepreneurs qui fait un signalement à l'Arcom pour un reportage qui est fait sur quelque chose qui est totalement vrai, juste pour dire: «On insulte tous les entrepreneurs en faisant ça, donc on fait un signalement à l'Arcom» et on n'est pas d'accord parce qu'il y a pas de garde-fou dans ce qu'a dit, Élise Lucet. Il n'y a pas eu de contre-argumentaire. Mais si tu fais ça pour un truc de France 2, service public, sur un sujet où tout le monde est d'accord, où tout le monde sait que, ben, oui, il paye pas, ses impôts en France, je sais qu'il faut dire que oui, parce que ça fait bien d'entrepreneurs, qu'il faut arrêter de taper sur les riches. Mais oui, mais il a fait son montage fiscal, il défiscalise, c'est de fait notoire, ça a été, il y a des journalistes qui ont travaillé dessus pendant des années, il y a des reportages de partout, des enquêtes de partout, c'est comme ça, c'est la réalité factuelle. Il serait con de pas le faire. Je veux dire, enfin, À condition que c'est légal. si on lui laisse l'opportunité de le faire, ce serait bête de pas le faire. On laisse les opportunités. Mais ces opportunités-là, on les a laissées. Pourquoi? Parce que c'est lui et d'autres libéraux qui ont permis ces moyens de défiscaliser. Donc c'est normal parce qu'en fait, c'est comme si tu joues à un jeu de société, mais c'est toi qui crée les règles du jeu. Bah, le jeu, c'est plus simple pour toi, quoi. Mais pour dire que c'est des gens, par exemple, le cercle des entrepreneurs, ils vont jamais aller faire un signalement à l'Arcom pour dire, je sais pas moi, que
CNews te raconte des inepties économiques et sociétales tout au long de la journée. Ils vont pas dire que BFM te raconte, là derrière moi j'ai vu un truc sur même au-delà de la partie économique, même sur la partie entrepreneuriale, sur les créateurs d'entreprises qui seraient en fait plus heureux quand ils ont eu des problématiques, quand ils ont coulé une première boîte. Parce que ça leur a appris beaucoup de choses. Donc ils font des enquêtes d'Ipsos qui occupent une fortune sur des sujets qui ne sont pas les nôtres au quotidien, quoi. Sur des sujets migratoires, des trucs racistes dont on ne peut finir. Mais là, il y a pas de cinéma à l'Arcom. Par contre, tu as des garde-fous. Tout le monde est vent debout sur un reportage où on dit que Bernard Arnault il paye pas ses impôts en France. Bon, et ben, je trouve que ça typiquement, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est ce qui crée mon envie aujourd'hui d'entreprendre et d'avancer là-dedans, c'est de dire: «Le monde il est ce qu'il est». Malheureusement, je révolutionnerai pas. Révolution vient de ça vient de révolution à la base. C'est aussi de se dire: «Et ben, en tout cas, si je peux pas révolutionner le monde, en tout cas dans mon petit écosystème, dans mon environnement local, là où je peux avoir un impact, j'essaierai de le faire». Je peux le faire aussi parce que, heu, au-delà de Revolution qui m'apporte peu de revenus par rapport au reste, hem, bah, parce que le reste m'a permis d'avoir cet impact financier aussi. Et donc ce que je dis aussi souvent, c'est: «Faut laisser le temps au temps». Faut pouvoir vivre avec ce qu'on a voulu avoir dès le début, avec les «rêves» entre guillemets d'enfant, mais il faut laisser le temps au temps. Et un jour ça viendra, potentiellement ça viendra pas, mais si ça vient pas, il faut s'adapter. Eh ben écoute, Florian, bah, je pense qu'on a à peu près tout dit, et puis, bah, cette belle conclusion permet de clore un peu cet épisode. Merci de ta présence, merci d'être venu et Merci à vous d'avoir 2. partagé, ton retour d'expérience et enfin, c'était captivant. Moi, j'ai vraiment apprécié et on fera peut-être un second épisode, peut-être plus sur le rachat, comment tu as fait un petit peu pour racheter toutes ces sociétés, développer un peu ce sujet-là aussi, parce que ça nous intéresse. Écoutez, si cet épisode vous a plu, je vous laisse du coup nous le dire en commentaire, mettre un petit j'aime sur la vidéo. Également vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas et si vous nous avez découvert récemment. Ça fait toujours plaisir, ça permet d'être au courant des derniers épisodes. N'hésitez pas à mettre la cloche également et à nous suivre et sur toutes les plateformes, également mettre un j'aime sur les plateformes, votre plateforme d'écoute préférée. Du coup, c'était Florian de Revolucy, William de Convertix et Alexis de Convertix. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour le prochain épisode de Décroche ton téléphone, le podcast des entrepreneurs en croissance.